Insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. En 4 ans, quel bilan pour Félix-Antoine Tshisekedi depuis qu'il est au sommet de l'État congolais? On en parle aujourd'hui avec notre invité et notre consultant maison, M. Philippe Boukassa, analyste politique congolais, à qui je m'en veux déjà dire bonjour M. Philippe Boukassa et bienvenue. Monsieur Jean Crespin, bonjour. Ça a toujours été un plaisir de venir. Je pensais que c'était la dernière fois que vous allez m'inviter. Lorsque j'ai vu votre invitation, ça m'a vraiment fait plaisir au cœur et je vous dis merci. Comment vous allez? La santé, ça va? La santé, ça va. Dieu nous fait toujours grâce et nous vivons. C'est l'essentiel. En votre qualité de politicien congolais, comment pourriez-vous décrire la situation à l'heure actuelle, la situation politique en général de la République démocratique du Congo, puis en particulier la situation sécuritaire dans notre pays? Monsieur Jean Crespin, la situation à la République démocratique du Congo, je ne dirais pas que ça va mal, mais nous sommes dans une bonne direction. Une bonne direction parce que lorsque je regarde d'où nous venons et comment avancent les choses à ces jours, nous pouvons que dire que nous sommes dans une bonne direction. Dans une bonne direction, et aujourd'hui on en parle, la situation sécuritaire à l'est de notre pays, aussi dans certains territoires de notre pays. Ici je vois Bunagana qui est occupé, la partie est surtout, qui est occupée à plus de 2 décennies. Qui est derrière les M23, selon vous, étant qu'analyste politique? Monsieur Jean Crespin, nous le savons tous ensemble. Nous le savons tous ensemble que celui qui se cache derrière les M23, c'est le Rwanda, tel que notre président Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit, même au sommet des Nations Unies. Il a dit, il a dénoncé. Maintenant, la question que nous devons nous poser à ces jours, c'est que qui est derrière le Rwanda? Répondre à cette question demanderait en fait que nous puissions alors faire une analyse objective. Je me souviens que le président Mobutu à son temps disait à chaque situation exceptionnelle, cela demande des résolutions exceptionnelles. Monsieur Jean Crespin, cette situation, ceci a été tellement bien exploité par M. Félix-Antoine Tshisekedi. À savoir qu'il a su dire que voilà l'heure a sonné pour le Congo de recouvrer sa dignité. Monsieur Jean Crespin, nous sommes avec vous ici au pays. Il vous souviendra qu'il fut un moment où nous ne pouvons même pas taxer que c'est le Rwanda qui a agressé la République démocratique du Congo. Il fut un moment, monsieur Jean Crespin, où on ne pouvait même pas dire que c'est le Rwanda qui viole nos mamans et nos sœurs à l'est de la RDC. Où on ne pouvait même pas dire que c'est le Rwanda qui commet des atrocités énormes en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'on avait peur, il faudrait le dire. Maintenant, lorsque nous voyons que le premier citoyen, Félix-Antoine Tshisekedi, qui vient et dit et dénonce que c'est le Rwanda qui nous agresse, mais tous ensemble, nous devons en fait suivre cette logique. Parce que personne n'est mieux informé que le président de la République. Vous le savez très bien. Maintenant, quels sont les objectifs que poursuit le Rwanda, M. Jean Crespin? Le Rwanda poursuit 2 objectifs dans notre pays. Un, c'est d'abord l'envie. Le Rwanda envie nos territoires. D'abord, en toute objectivité, vous êtes analyste politique. Pourriez-vous affirmer aujourd'hui, parce que déjà vous avez dit que le chef de l'État a décrié haut et fort, même devant les tribunes des Nations Unies, que c'est les Rwandais qui étaient derrière les M23. Alors, au-delà du Rwanda, qui est derrière les Rwandais? Nous le savons si bien que c'est Washington. Nous le savions si bien que c'est l'Élysée. C'est Paris. Nous le savons si bien que c'est Kigali qui crée l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs rapports l'affirment, M. Jean Crespin. Et qu'est-ce que tous ces Occidentaux-là, qu'est-ce qu'ils vont gagner après cette agression du Rwanda? Mais voilà, c'est où je voudrais en venir, puisqu'ils suivent 2 objectifs, 2 grands objectifs. Un, c'est d'abord faciliter le Rwanda à avoir une partie de notre territoire. Voilà pourquoi toutes les actions que mène le Rwanda, M. Jean Crespin, vous allez constater, c'est avec but de balkaniser notre pays.
Le deuxième objectif, c'est l'objectif de l'envie de nos richesses. Parce que le Rwanda et ses grandes puissances, parce que le Rwanda est toujours un placebo, un pantin qu'on a toujours utilisé pour arriver à leur fin. En fait, l'objectif, c'est s'aimer l'insécurité pour en fait profiter de nos richesses. Pourquoi les petits Rwanda? Pourquoi pas d'autres grands pays? Pourquoi les Occidentaux ont seulement choisi les petits Rwanda? Pourtant, nous avons 9 pays voisins. Monsieur Jean Crespin, depuis l'accession au pouvoir de monsieur celui de Kigali, Kagame, les sanguinaires, j'aime bien les dire comme ça, les sanguinaires, depuis son accession au pouvoir, il nourrit ses ambitions de diviser le pays. Et ces Occidentaux là, voyant que ces gens-là, ils sont en train de nourrir ces ambitions, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors ils utilisent, c'est lui qui a toujours, même, voilà, on peut même pas aller, regardons même ce qui se passe ici chez nous. Vous allez vous rendre compte que ces gens-là utilisent nos opposants qui sont en mal de pouvoir. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué cela? Est-ce que ça doit aussi être un problème de nous-mêmes Congolais ou soit c'est seulement le Rwanda? Ou soit bien sûr. La division elle est d'abord interne? Monsieur Jean Crespin, le Rwanda ne peut pas aussi arriver ici au Congo et puis commencer à faire ce qu'ils font sans la facilitation des autochtones. Vous allez vous rendre compte que les deux objectifs sont évidemment en train de se réaliser parce que les autochtones les facilitent. Avec vous, la fois passée, nous avons analysé ici l'infiltration de notre armée, l'infiltration d'ailleurs même dans nos services de sécurité et de la défense. Regardez maintenant les propos de l'ancien président, l'ex-président français, non, l'ex-président français, Nicolas Sarkozy, qui dit le Congo est grand, il nous a laissé entendre cela, le Congo est grand et il va falloir que le Congolais accepte de partager leur territoire, oui, leur territoire, leurs richesses avec leurs voisins. Et la géographie, il y a ses limites, tout ça, tout ça. Il nous a laissé entendre cela. Et réanalysez avec moi, quelle est l'année que ces propos ont été tenus? C'était en 2009. En 2009, M. Jean Crespin, vous vous souviendrez que c'est lorsqu'il a eu mixage et passage. Avec la facilité de qui? N'est-ce pas des autochtones? Parce que ça ne peut que se réaliser avec la facilité des autochtones. Et regardez, s'il vous plaît, M. Jean Crespin, et regardez maintenant le comportement des autochtones, de nous, Congolais. Nous sommes dans le fatalisme qui ne dit pas son nom. Il y a des fois, moi j'ai mal à la tête. Sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que les politiciens cherchent à tirer des ficelles à leur manière. Vous allez vous rendre compte, M. Jean Crespin, que sur les réseaux sociaux, ce sont les débats des bas étages. Il y a débat entre Cindy Lecker et Maniké qui se nourrit. Il y a Papi Mboma et sa femme qui se nourrit. Il y a le pasteur Marcelo et Moïse Mbie qui ne s'entendent pas. Pasteur Marcelo et pasteur, l'autre là c'est qui? Francis Tatu qui ne s'entendent pas. Marcelo Maï Kalamai et Moïse Mbie, pas de problème. Et tout ceci, ce sont des choses que nous Congolais, ça nous fait plaisir. Laisse à la distraction. Ça nous fait plaisir. Dernièrement, la dernière scène, c'est le buzz, hein? C'est celui des 100 000 du boxeur. Et vous voyez comment les Congolais, ça nous fait plaisir. On prend plaisir à du fatalisme, à la distraction. Entre-temps, M. Jean Crespin, l'ennemi est à la porte. Et vous êtes analyste politique parce que le problème, il est d'abord interne. Quelles doivent être les stratégies que vous pouvez proposer pour que les gouvernements, soit pour que tout un chacun de Congolais puisse prendre conscience? Ça doit être quoi les stratégies que vous pouvez leur suggérer ou mettre en place? Moi, je voudrais d'abord, M. Jean Crespin, amener d'abord la population à la prise de conscience. C'est lorsqu'on prend conscience que, en fait, tout commence par la conscience, par une prise de conscience. Et c'est par là que nos actes, c'est par là que tout ce que nous allons commencer à faire, ça va se diriger vers le patriotisme, l'essence du patriotisme. Parce que tout ceci, nous avons évoqué, nous avons tellement échangé avec vous la fois passée sur les cultes du patriotisme. Comment se fait-il que ces autochtones facilitent l'entrée des troupes étrangères dans
Alors nous devons commencer d'abord par la prise de conscience. À partir de la prise de conscience, nous allons maintenant former les citoyens. C'est tout ce que moi... Former l'élite aux défis présents de notre société. Or, former l'élite, maintenant ici, nous l'avons encore évoqué la fois passée, M. Jacques Crespin, ça nous amène à l'éducation. On ne va pas revenir sur l'émission passée. Ça nous amène à l'éducation. Voilà pourquoi moi, en tant que citoyen, lorsque je vois que le premier citoyen, qui est Félix-Antoine Tshisekedi, fournit des efforts pour que les Congolais retrouvent leur noblesse. En fait, lorsqu'on parle de noblesse, ici, je voudrais utiliser le sens ennoblir. Ennoblir, ça signifie recouvrer la dignité. Monsieur Jean Crespin, est-ce que nous, Congolais, avions encore cette dignité? Je ne pense pas. Nous n'avions pas cette dignité. Lorsque nous voyons des Congolais s'entretuer entre eux, lorsque nous voyons les Congolais aller dans la corruption. Mais ce sont les intérêts égoïstes des politiciens auxquels vous ne faites pas l'exception, parce que vous êtes aussi politicien, et vous êtes bien qu'analyste politique, mais vous êtes aussi politicien. Je pense qu'une fois aussi au pouvoir, vous allez faire, peut-être chercher la division. Lorsqu'on dit, il y en a d'autres qui disent diviser pour mieux régner. Ça, c'est peut-être ça, les intérêts égoïstes, chacun veut tirer la balle de son camp. Vous pensez vraiment qu'une fois que vous êtes une fois au pouvoir, est-ce que vous allez faire les contraires de ce que font aujourd'hui nos politiciens congolais, certains politiciens congolais? Monsieur Jean Crespin, vous êtes sans ignorer que la politique n'est pas pour la satisfaction des besoins et soi individuels. La politique, c'est pour la satisfaction des besoins collectifs. La politique chez nous a été mal conçue, mal compris, mal perçue en fait. Parce qu'on dit que voilà, il faudrait, il y a toujours qu'il ne connaît toujours qu'il n'est pas toujours qu'il n'est pas COP. On voit le Congo, le la COP. Alors avec cette conception, cette perception, est-ce qu'on ira vers, est-ce qu'on va prendre l'avion du développement? Ça sera difficile. J'ai changé avec un jeune dans mes conférences, telles que je l'ai toujours fait. J'ai changé avec un jeune qui me disait, mais bango baza la politique, bazo sale la bichoté. Yango bichopé to kei, tout ça la paix locaux la bango. Mais ce Jean Crespin, déjà lorsque une personne entre dans la politique, souhaite faire la politique, avec cette conception, va-t-il servir le pays, la nation, ou va-t-il se servir? Or, pour servir le pays, il faudrait d'abord commencer par renoncer à soi-même. Le Lumumba a renoncé à soi-même. Aujourd'hui, nous voyons tous les grands esprits. Vous allez voir qu'ils ont commencé par servir. Mao Zedong, ils ont, pour servir leur pays, ils ont d'abord commencé par renoncer à leur personne. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle, ce n'est pas pour se servir, c'est pour servir le pays. Maintenant, cette conception de ces jeunes qui pensent que biso toke la politique pour que tout ça la loco la bango, et ce sont ces jeunes qui se retrouvent aujourd'hui au sommet de l'État. Ce sont ces jeunes qui se retrouvent aujourd'hui dans les affaires de l'État. Avec quelle motivation va-t-il apporter des changements? Et ce sont des choses que nous venons pour combattre. Ce sont des choses que nous venons dénoncer. Pour appeler cette nouvelle génération libératrice, telle que je l'ai toujours dit, appeler cette nouvelle génération à une prise de conscience, à travailler effectivement pour le pays, à s'abandonner soi-même. Je vous ai dit la fois passée qu'un patriote, c'est celui qui est capable de s'abandonner au profit, oui, au profit de son pays, de sa nation, de sa patrie. Voilà un peu, M. Jean Crespin. Et la faute aujourd'hui, elle incombe, je sais pas moi, les gouvernements ou soit la population qui est peut-être derrière ces agresseurs M23 qui sont en même temps soutenus par le Rwanda, ou soit aujourd'hui la faute elle incombe seulement, parce que vous l'avez dit, la prise de conscience de nous. La faute incombe, M. Jean Crespin, au gouvernement. Le gouvernement congolais. Aux dirigeants. Pourquoi aux dirigeants? Parce que, M. Jean Crespin, vous allez vous rendre compte que
La population ne la donne pas des informations fiables. Il y a des informations qu'on cache à la population. Vous vous rendez compte? Lorsque, je voulais juste prendre un petit exemple. Vous voyez l'entrée des EAC. Un État n'a pas d'amis, un État ne vise que ses propres intérêts. Vous pensez que les Rwanda et le Burundi, ils sont en train de viser leurs propres intérêts ou soit ils sont manipulés par l'Occident qui veut à ce que les Africains puissent s'entretuer entre eux. Ici, je pense que ça doit être un problème de la prise de conscience collective sur le plan africain ou soit seulement sur les plans internes ici en République démocratique du Congo. Monsieur Jean Crispéa, je pense que j'ai oublié le nom de l'auteur qui disait il faut diviser pour mieux régner. Et cet adage a été bien compris par les Occidentaux. Maintenant, regardez la différence entre l'Union européenne et l'Union africaine. Chez eux, ils ont accepté de se mettre ensemble pour favoriser le développement de leur continent. Mais maintenant, regardez les Africains. Ils s'entretuent. Les Africains s'entretuent entre eux. Et ces gens-là, les Européens, qui sont de grandes puissances, qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi pas se mettre autour de la table entre Africains, se dire non, il ne faut pas suivre ces gens-là. Kadhafi l'a fait. Il a été combattu par les Occidentaux. D'abord par les Africains eux-mêmes. Lumumba a été combattu par les Congolais eux-mêmes. Monsieur Jean-Christophe. C'est pour ça que je vous ai dit, nous devons d'abord commencer par nous abandonner. Abandonner notre personne. Abandonner nos désirs de pouvoir. Parce qu'en réalité, ça qu'un Africain est pris par les désirs de pouvoir. Aningi Bamonanga, Babenganga prêtre. Nous le voyons d'ailleurs même ici chez le Congolais. Babenganga prêtre au détriment des autres. Et c'est ce qui est, en fait, c'est devenu en fait notre manière de vivre. Nous Congolais, nous Africains. Et tout doit partir d'abord par une prise de conscience. Collectif, aussi sur le plan africain. Bien sûr. C'est lorsque nous allons prendre conscience que finalement, le président Tshisekedi l'a d'ailleurs évoqué. Finalement, nous devons nous développer. Pour nous développer, qu'est-ce que nous avons? Le beau moko, Misapi Moko et Sokolaka, le beau côté, ce sont les sages qui ont dit ça. Le Congo, nous avons le Bobat, nous avons plusieurs minéraux. Rwanda, je ne sais pas les minéraux qu'il y a, je ne sais pas s'ils en ont. Mais il y a un potentiel chez le Rwandais. Burundi, il y a un potentiel chez les Burundais. Mali, il y a un potentiel chez les Maliens. Pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour finalement développer notre continent? C'est possible. C'est possible si nous prenons conscience. Alors, parce que vous parlez ici d'une prise de conscience collective, surtout sur les plans aussi africains, ici je pense qu'il faudrait une prise de conscience, il faudrait que les Africains cessent de s'entretuer entre eux, il faudrait ici que les Africains, bien qu'ils visent leurs intérêts, mais qu'on puisse se mettre autour de la table pour qu'on puisse parler de l'Afrique. Alors notre deuxième sujet, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers abonnés de JC4 TV, où le deuxième sujet était en 4 ans, quel bilan pour Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi? Vous êtes politicien, vous êtes analyste politique. Quel bilan attribuerez-vous à M. Félix-Antoine Tshisekedi dans ces 4 ans depuis qu'il est au sommet de l'État congolais? Un bilan positif, négatif, largement positif, largement négatif? Moi je dirais, M. Jean Crespin, que le bilan de M. Félix Tshisekedi est largement positif. Pourquoi largement positif? Parce que lorsque je regarde, dans mon introduction, je l'ai dit, lorsque je regarde d'où nous venons, je regarde où nous sommes aujourd'hui, et je regarde les actions qui seront menées, je me dis que nous sommes dans les bons. Nous avons pris en tout cas un bon chemin du développement. Monsieur Jean Crespin, si vous interrogez les militaires et les enseignants, ils vont vous dire qu'ils n'avaient même pas les moyens de vivre. Leurs enfants étaient chassés de l'école. Pourquoi? Parce que, imaginez un peu, classe où ils allaient à $300, bango bazo futa bango alam. C'est-à-dire,
100 000. Et aujourd'hui, l'enseignement primaire est devenu même gratuit. L'enseignement gratuit, tout ça, ça fait partie du bilan de l'actuel président. L'enseignement primaire qui est devenu gratuit. Mais il y a encore bien que n'est pas suffisant. Bien que cela n'est pas suffisant, parce que maintenant, cette gratuité de l'enseignement a permis que des millions d'enfants recouvrent les chemins de l'école. Mais maintenant, il faudrait maintenant repenser. Ça, maintenant, c'est le travail qu'ils doivent faire les dirigeants actuellement. Repenser maintenant comment rendre cet enseignement des quantités et basculer directement à l'enseignement de qualité. Là, c'est le travail qu'il doit faire l'actuel ministre de l'enseignement, Tony Maba, le professeur Tony Maba. C'est le travail maintenant qu'ils doivent faire. Tout ça, c'est dans les bilans de Tshisekedi. Dans les bilans de Tshisekedi, nous allons mettre aussi cette diplomatie qui est en train de changer l'identité, en réalité, de la République démocratique du Congo. Puisque M. Jean Crispin, la voix de la République démocratique du Congo était négligée dans l'échiquier national, international. Aujourd'hui, nous voyons comment la voix du Congo est portée par le président Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, les Américains, les Français, la Belgique, tous nous parlons le même langage. Parlent le même langage avec le président Félix Tshisekedi, disant que la République démocratique du Congo, effectivement, est agressée par le Rwanda et il faudrait que le Rwanda cesse de soutenir le M23. La diplomatie de M. Tshisekedi a fait en sorte que le pape François puisse venir en République démocratique du Congo s'enquérir lui-même de la situation. Et lorsqu'il dit que le Congolais doit se lever et se battre pour leur dignité, doit se lever et se battre pour leur territoire, n'est-ce pas, il rejoint la logique de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi aujourd'hui, il est à moins de 365 jours au pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que la population congolaise puisse lui accorder un second mandat à la tête de ce pays? M. Félix Tshisekedi mérite largement le second mandat. Pourquoi je vous ai dit que lorsque nous regardons Total la place Tourouti, et ça, c'est-à-dire il y a un puits très profond. Lorsque vous regardez 32 ans de pouvoir de M. Mobutu, du président Mobutu, 18 ans de pouvoir, plus les 2 ans de Mouzé, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et vous voyez d'où vient le mal, la corruption, voilà, tout ça. Le pourrissement en fait de la personne congolaise. 50 ans, on peut faire 50 ans. Et ce ne sera pas en 4 ans que tout sera réglé. Qu'est-ce qui reste à faire? Voilà, nous encourageons la démarche de M. Tshisekedi. Nous avons dit des actions, des actes qu'il a pour faire maintenant chez le président Félix Tshisekedi. Nous disons que ce qu'il a fait n'est pas suffisant. N'est pas suffisant, mais c'est satisfaisant. Maintenant, reste à lui encore de poursuivre encore ses chemins et d'aller plus loin. Je pense que sa vision. Alors, vous pensez ici, parce que vous reconnaissez quand même qu'il y a un peu de quoi, qu'il y a un peu quelques pots de bananes qui sont jetés pour qu'il n'y ait pas. Est-ce que ça doit être un problème sectoriel côté certains ministres ou soit c'est un problème général? Non, bien sûr qu'il y a certains ministres parce qu'il y a d'autres décisions qui sont prises pendant le conseil des ministres, mais ces décisions ne sont pas exécutées. Mais bien sûr, nous disons que il y a certains ministres qui sont là que pour, voilà, par plaisir d'être ministre. Ils ne travaillent pas. Les ministres de la jeunesse, qu'est-ce qu'il fait? Yves Boubou, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Le ministre, voilà, moyenne petite entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Combien des entreprises a été créées? C'est-à-dire qu'il y a des ministres qui travaillent, mais il y a ceux-là aussi qui ne travaillent pas. Mais c'est un problème politique apparemment, parce qu'ils sont là, peut-être ils récompensent, parce qu'ils ont un quota politique et qu'ils doivent se retrouver là. Et on a essayé même de multiplier d'autres ministères qui n'ont peut-être pas aussi la place ou soit l'importance d'être. C'est un système qui est déjà installé parce qu'on cherche à satisfaire les intérêts des partis politiques.
des partenaires, des partis politiques, bien sûr. Et c'est en fait ce système-là que nous sommes habitués avec, et qui est un mauvais système qui détruit en réalité le pays parce qu'on ne privilégie pas la compétence, on privilégie voilà, l'intérêt des partis politiques. Alors vous pensez ici l'idée d'un éventuel remaniement, elle est bonne ou soit elle est mauvaise selon vous à l'heure actuelle? Nous sommes en train de préparer les élections qui arrivent, qui pointent à l'horizon. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un remaniement ou soit on doit aller avec ces gouvernements des warriors? Bon, M. Jean Crispin, l'attente de la population est tellement grande que nous devons réfléchir en fait à la priorité. S'il faudrait faire des remaniements pour effectivement mettre dehors certains ministres qui ne travaillent pas, oui, il faudrait le faire. Il faudrait le faire parce que finalement la population doit trouver son compte dans cet gouvernement dit de warriors. Sans quoi, ça sera encore, toujours la même chose, même chanson qu'on a toujours dit aux gens, nous allons vous servir, nous allons vous servir. Au finish, ce n'est pas la population qu'on sert, c'est le parti politique. Les intérêts privés, les intérêts personnels qui sont d'ailleurs égoïstes. Alors, Monsieur Philippe Boukassa, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Nous avons parlé ici à la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Nous avons également échangé sur le bilan du président Félix-Antoine Tshisekedi depuis son avènement au sommet de l'État congolais. En bref, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à nos téléspectateurs, à tous ceux qui vous suivent en ces moments? Alors, le dernier mot que je peux dire à notre population, c'est de prendre conscience que le Congo nous appartient, que l'Afrique nous appartient. Il n'y a que nous qui pouvons développer notre pays. Il n'y a que nous qui pouvons protéger notre pays. Sans quoi, nous resterons toujours la misère du monde. Sans quoi, nous resterons toujours dans cette complexe d'infériorité. Parce que le monde évolue avec les rapports de force. Et si nous n'arrivons pas à imposer notre propre force, nous resterons toujours esclaves de la parole. Nous resterons toujours esclaves dans notre manière de réfléchir. Voilà, monsieur Jean. Merci beaucoup, cher invité, monsieur Philippe Boukassa. Je rappelle aussi que vous êtes analyste politique, vous êtes en même temps consultant maison de JC4 TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission du jour, l'émission éthique politique, où nous avons reçu pour vous un analyste politique, monsieur Philippe Boukassa. Il est en même temps notre consultant maison. Nous avons échangé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous avons également échangé sur les bilans en 4 ans depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, au sommet de l'État. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous demandons de bien vouloir continuer de nous soutenir de partout où vous vous trouvez, de continuer de vous abonner très massivement sur notre chaîne YouTube JC4 TV. Vous allez ici couper les parties importantes, les parties essentielles, en fait de partager avec vos amis, en fait d'inviter vos amis et connaissances de nous prêter main forte, en fait que nous puissions aller de l'avant. Un grand merci à la grande équipe JC4 TV et un grand merci à tous ces mondes-là qui nous soutiennent de partout au monde. Surtout, restez branchés sur votre chaîne YouTube JC4 TV. À très bientôt.